En passant, vous allez dire, peut-être que vous dites, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. J'ai jamais, tu sais, j'ai jamais remarqué ça. On m'a jamais dit ça que le temps dépendait du référentiel dans lequel il était mesuré. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, la raison pour laquelle vous en aviez peut-être jamais entendu parler ou que vous ne l'aviez jamais considéré, c'est parce que dans la vie de tous les jours, ça n'a pas un impact. Parce que ça prend des vitesses. Vous voyez ici, en fait, dans le facteur de Lorentz, euh, la vitesse est divisée par la vitesse de la lumière. La vitesse de l'objet, mettons, la vitesse du référentiel est divisée par la vitesse de la lumière. Si votre vitesse est, mettons, 10 mètres par seconde, vous êtes excessivement loin de la vitesse de la lumière, ce qui fait que ce rapport-là va donner à toute fin pratique 0. Ou en tout cas, ça va tendre vers 0. 0 au carré, ça va tendre vers 0. Donc, 1 moins 0, ça fait 1. Racine de 1 sur 1, ça fait 1. Puis 1 sur 1, ça fait 1. Fait que bref, quand votre vitesse est très faible, c'est-à-dire, mettons, moins de 10% de la vitesse de la lumière. OK? Mais tu sais, je veux dire, 10% de la vitesse de la lumière, c'est déjà très vite. Mais je veux dire, si votre vitesse est normale, OK? Juste une vitesse normale, là, tu sais, vous êtes en auto, ou vous marchez, vous courez, mais les effets relativistes sont totalement négligeables. Parce que, euh, dans le fond, le gamma va être très très proche de 1. Donc, autrement dit, le t puis le t0 vont être égaux, ou pratiquement. Euh, mais en fait, pas tout à fait, mais c'est ça qui est le plus fun, c'est que, en fait, c'est de se dire que, ah, si je cours ou versus quelqu'un, il reste comme immobile, ben, on n'aura pas exactement le même rythme d'écoulement du temps. Mais le problème, c'est que c'est tellement faible à cette vitesse-là qu'on ne pourrait jamais le mesurer, là. Mais ça reste que c'est quand même conceptuellement cool ou amusant de se dire que ben oui, quand je vais à une vitesse différente par rapport à quelqu'un qui reste, peut-être, immobile sur le trottoir, mon rythme d'écoulement du temps n'est pas le même. C'est quand même incroyable. Et conceptuellement, c'est quand même vrai que les deux rythmes d'écoulement du temps ne sont pas les mêmes. Même si on va juste, mettons, à 5 km/h. Sauf que c'est très, très, très faible, tant aussi longtemps que vous n'allez pas à une vitesse vraiment considérable. C'est-à-dire une vitesse qui s'approche de la vitesse de la lumière. Mais les vitesses qui approchent de la vitesse de la lumière, il n'y a pas grand-chose, à part peut-être les vaisseaux spatiaux futuristes. C'est pour ça que vous allez voir dans les exercices, on vous parle souvent de vaisseaux spatiaux, parce que c'est ça qui va à des vitesses fulgurantes, des vitesses où les effets relativistes deviendraient importants. Ou encore, une autre façon d'aller à des vitesses fulgurantes proches de la vitesse de la lumière, c'est d'utiliser des particules. Parce que les particules, c'est tout petit, ça a une très faible masse, fait que ça, c'est facile à accélérer extrêmement, à des vitesses extrêmes, et les faire atteindre des vitesses parfois à 99% de la vitesse de la lumière. Si c'est des petites particules, on peut le faire. Fait que ça, c'est intéressant. On peut faire des expériences de relativité avec des accélérateurs de particules. Euh, Maintenant, euh, faisons un premier exemple. Voyage Terre-Soleil en 2 minutes. La distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. Si cela vous prend exactement 2 minutes, selon vous qui êtes à bord du vaisseau, donc selon votre référentiel, dans votre référentiel à vous qui êtes à bord du vaisseau, ça vous prend exactement 2 minutes pour vous y rendre, pour vous rendre au Soleil. Quelle était votre vitesse par rapport à la Terre? Donc votre vitesse dans le référentiel, euh, dans le référentiel de la Terre. Quelle était votre vitesse dans le référentiel de la Terre? Euh, Ça, il y a quelque chose qui pourrait peut-être potentiellement vous choquer en partant ici, c'est que en réalité, la lumière, je vais commencer tiens, par tracer un petit schéma. Le Soleil, on a la Terre, et là, vous faites le trajet dans une fusée jusqu'au Soleil. Euh, il y a quelque chose qui pourrait peut-être vous choquer en partant, c'est que la,
la distance entre la Terre et le Soleil, qui est de 150 millions de kilomètres, donc 150 fois 10 à la 9 mètres, ça prend 8 minutes à la lumière pour se rendre. Donc, autrement dit, le Soleil est à 8 minutes lumière environ de la Terre. Donc, ça veut dire que la lumière prend 8 minutes pour s'y rendre, ce qu'on appelle 8 minutes lumière. Environ. Donc, 8 minutes lumière, ça veut dire la lumière prend 8 minutes pour faire le trajet entre le Soleil et la Terre. Ça veut dire que, dans le fond, quand vous regardez le Soleil, vous le voyez 8 minutes en retard. Parce que la lumière, elle ne voyage pas instantanément du Soleil jusqu'à nous. Elle prend 8 minutes pour se rendre jusqu'à nous. Donc, vous le voyez 8 minutes en retard, en fait. Donc, au moment que vous regardez le Soleil se coucher, puis vous voyez le dernier croissant du Soleil se coucher, alors à ce moment-là, le Soleil est déjà couché depuis 8 minutes, en réalité. C'est quand même fou, là. Donc, c'est comme vous dites, non, il est là, il est à l'horizon, je le vois encore, il est tout juste en train de se coucher. Bien, dites-vous qu'il est déjà couché en réalité depuis 8 minutes, parce que vous le voyez 8 minutes en retard. Parce que la lumière prend 8 minutes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous éloignent du Soleil. Donc, a priori, ça peut sembler choquant parce qu'on vous dit que ça nous prend 2 minutes pour faire le trajet. C'est comme, on dit, ça vous prend 2 minutes pour faire le trajet selon votre référentiel. Mais la lumière, elle prend 8 minutes pour faire le trajet. Pourtant, comme on va voir plus tard dans le cours, c'est impossible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Impossible. Puis même que c'est impossible pour un objet matériel d'atteindre la vitesse de la lumière. Puis c'est encore plus inimaginable de la dépasser. C'est impossible. Selon la relativité, c'est impossible de dépasser la vitesse de la lumière pour tout objet matériel. En fait, pour n'importe quoi. On ne peut pas propager. Il n'y a rien qui peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Fait que si la lumière, elle prend 8 minutes pour faire le trajet, comment ça se fait que ça peut prendre 2 minutes dans notre référentiel à nous qui est à bord du vaisseau? Alors qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Comprenez? C'est ça que je dis qui peut paraître choquant. Alors, on va faire le problème, puis on va revenir sur ce paradoxe-là en temps aigu. On va commencer par sortir les données. Donc là, d'abord, on a le 150 millions de kilomètres. Ça, on va l'appeler L0. C'est ce qu'on va appeler la distance propre. Mais là, je n'ai pas encore parlé de ça, donc je vais pas dire, j'en dirai pas plus pour l'instant. On va parler de ça à la prochaine section, les distances propres. Mais c'est juste pour dire, ça c'est la distance qui est mesurée telle que mesurée dans le référentiel de la Terre. Donc, 150 millions de kilomètres. Donc, 150 fois 10 à la 9 mètres. Ensuite, on a le temps. Le temps qui est mesuré est de 2 minutes. Mais 2 minutes correspond au temps propre ou au temps dilaté? Comme je vous dis, c'est toujours la question que vous devez vous poser avec ce genre d'exercice. Temps propre, temps dilaté. Alors, rappelez-vous le truc. Le temps propre, c'est le temps dans lequel les deux événements se produisent au même endroit. Ou, alternativement, c'est le temps qu'on peut mesurer avec une seule montre. Alors, vous êtes dans le vaisseau. OK, mettons, vous êtes là. L'événement 1, c'est vous quittez la Terre. OK? On va l'appeler, en passant les événements, on les appelle E majuscule, puis indice 1. Donc, événement 1, c'est on quitte la Terre. L'événement 2, c'est on est ici, on arrive au Soleil. Alors, le temps propre, est-ce que c'est celui qui est mesuré à bord du vaisseau ou c'est celui qui est mesuré pour quelqu'un qui est à l'extérieur du vaisseau, dans le référentiel de la Terre, dans le référentiel de la Terre et du Soleil? Alors, si vous êtes dans le vaisseau, je vais vous laisser quelques secondes pour y réfléchir. Ce 2 minutes-là, est-ce que c'est le temps propre ou c'est le temps dilaté? Cliquez pause, prenez quelques minutes s'il faut pour y réfléchir.
Donc, au moment où on part de la Terre, on quitte la Terre, au moment où on arrive au Soleil, voyez-vous, vous êtes là, puis vous êtes là. Fait que vous assistez aux deux événements. Vous qui êtes à l'intérieur du vaisseau, vous assistez aux deux événements. Pour vous, les deux événements se produisent au même endroit, c'est-à-dire à votre propre position. Au moment où vous quittez la Terre, ben, vous êtes sur votre siège. Au moment où vous arrivez au Soleil, vous êtes encore sur votre siège. Pour vous, les deux événements, dans votre référentiel qui est dans le vaisseau, les deux événements sont produits au même endroit, c'est-à-dire au moment où vous étiez sur votre siège. Les deux événements sont produits au même endroit. Donc, c'est le temps propre. Le temps mesuré par le vaisseau, c'est le temps propre. Une autre façon encore plus simple de le voir, c'est on peut le mesurer avec une seule montre. Donc, vous êtes à l'intérieur du vaisseau, vous partez votre chrono en partant de la Terre, vous faites le trajet, en arrivant au Soleil, vous arrêtez votre chrono. Donc, avec une seule montre, vous pouvez mesurer ce temps-là. C'est donc le temps propre. Si quelqu'un à l'extérieur veut mesurer votre temps, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui soit posté ici. Puis là, il y a une montre qui mesure votre heure de départ. Et ici, au moment de votre arrivée, il y a quelqu'un qui est posté là aussi et qui mesure votre heure d'arrivée. Donc ici, dans un observateur, pour des observateurs extérieurs au vaisseau, dans le référentiel de la Terre ou du Soleil, évidemment, ici, on suppose que la Terre est comme immobile par rapport au Soleil, là, dans cette situation-là. Alors, pour les observateurs qui sont dans le référentiel de la Terre et du Soleil, eux autres, ça leur prendrait deux montres. Quelqu'un qui est posté à la Terre, quelqu'un qui est posté au Soleil. Donc, eux autres, ils mesureraient un temps dilaté. Alors, là, maintenant qu'on a défini ça, et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la vitesse. Donc, que vaut V? Donc, ici, on va faire la chose suivante, c'est que on va appliquer l'équation de la vitesse. Donc, la vitesse, par définition, c'est la distance sur le temps. Mais là, quand on applique l'équation de la vitesse égale distance sur intervalle de temps, il faut absolument l'appliquer dans un référentiel précis. Il ne faut pas se mélanger. Fait que là, ici, je vais l'appliquer. Dans le fond, ce que j'ai, moi, là, c'est la distance que j'ai ici, c'est la distance dans le référentiel de la Terre. Fait que je vais appliquer l'équation dans le référentiel de la Terre. Dans le référentiel de la Terre. Donc, dans le référentiel de la Terre, la distance, c'est le L0, le 150 millions de kilomètres. Et le temps, alors on a dit que dans le référentiel de la Terre, c'est le temps, ça prend deux observateurs, un sur Terre, un sur le Soleil. Donc, eux, ils mesurent un temps dilaté, T. Le L0, c'est mon 150 fois 10 à la 9 mètres. Puis le T, c'est le temps dilaté. Puis on a vu, juste ici, que le temps dilaté, c'est gamma fois T0. Gamma étant le facteur de Lorentz qu'on avait démontré. Donc, on peut remplacer T par gamma T0. Pourquoi? Parce que c'est T0 qu'on connaît. Donc, on va aller se baser sur quelque chose qu'on connaît. Pas alpha, pardon, gamma. Gamma T0. Je vais continuer à la diapo suivante. Alors, on a ceci. Alors, le T0, je peux le remplacer par sa valeur. Faites attention, l'unité SI du temps, c'est les secondes. Alors que le T0 ici, on l'avait en minutes. Donc, on va le convertir en 60 secondes fois 2, donc 120 secondes pour le temps propre. Donc, le T0, on va le remplacer par 120 secondes. Le temps mesuré par vous qui êtes à bord du vaisseau. Et là, je vais l'écrire de la façon suivante. En fait, je vais faire la division 150 fois 10 à 9 divisé par 120. Okay, je vais faire cette division-là. Ça va donner 1,25 fois 10 à la 9 mètres par seconde.
Et tout ça va être multiplié par 1 sur gamma. Et bon, 1 sur gamma, je peux aller chercher sa valeur. Donc, tantôt, on a dit gamma, c'est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins v sur c au carré. Ça, c'est le facteur gamma, on avait démontré. Fait que 1 sur gamma, dans le fond, on inverse la fraction. Donc, ça va donner... Dans le fond, on va avoir la racine de 1 moins v sur c au carré. Donc, ça, c'est 1 sur gamma. J'ai inversé la fraction gamma. OK. Et là, ça a l'air de rien, mais on a presque fini parce que, vous voyez, dans l'équation la dernière équation que j'ai mis ici, il reste une seule inconnue, en fait, dans cette équation-là. C n'est pas une inconnue. C, c'est la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 à la 8. Donc, ça, c'est connu. La seule inconnue, c'est V. Fait que dans le fond, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de l'algèbre. La physique est terminée, il reste juste à faire de l'algèbre. La seule difficulté, c'est qu'on a une variable V qui est là, puis l'autre qui est là, à l'intérieur d'une racine. Donc, là, il faut juste faire un peu de... Je vais vous montrer comment résoudre ce genre d'équation-là. Ça va vous être très utile parce que vous allez souvent avoir à résoudre un tel genre d'équation. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre les deux côtés de l'équation au carré. Donc, on va avoir V carré égale à... Alors là, on va mettre ce facteur-là ici au carré. Ça va donner 1,56 fois 10 à la 18. Donc, là, l'unité, ça va être des mètres carrés par seconde carré, parce que c'est une vitesse au carré. Et ensuite, fois ça au carré. Donc, autrement dit, ça va annuler la racine. Donc, 1 moins V sur C au carré. Ensuite de ça, je vais appliquer la distributivité. Donc, ça va faire 1,56 fois 10 à la 18 fois 1, moins 1,56 fois 10 à la 18 fois V sur C au carré. Tout ça est égal à V carré. Mais voyez-vous venir? Dans le fond, mon but, là, c'est d'aller ramener le V carré ici du côté gauche. De façon à pouvoir... Parce que mon but, c'est d'isoler V. Donc, je veux ramener toutes les V ensemble. Donc, ce que je vais faire à ce stade-ci, c'est que je vais réécrire ça d'une autre façon. Dans le fond, ce que je vais faire, je vais dire ici fois V carré, tout ça sur C carré. Et je vais calculer c'est quoi la valeur de ce paramètre-ci. Okay, 1,56 fois 10 à la 18 divisé par C au carré. On se rappelle que C, c'est 3 fois 10 à la 8. Je vais l'écrire. Donc, 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde au carré. Alors, rendu là, je fais cette opération-là. Je calcule cette division-là. Alors, le résultat de cette division-là, ici, que je vais mettre entre crochets ici, donc, cette division-là, ça va donner, en fait, 7,4. Je vais juste effacer. Donc, toute cette constante-là, ça va donner 17,4 fois V carré. Fait que là, j'ai presque fini. Je vais regrouper les V carrés ensemble. Donc, j'amène ce terme-ci de l'autre côté de l'équation. Ce qui va donner 18,4 V carré est égal à 1,56 fois 10 à la 18. Tout ça est en mètres carrés par seconde carré. Et là, je vais simplement diviser chaque côté par 18,4 et le tour est joué. Après ça, je vais prendre la racine carrée pour enlever mon V carré et ça va me donner la réponse. Ça va donner 2,91 fois 10 à 8 mètres par seconde. C'est quand même une énorme vitesse, OK? Mais c'est quand même... On n'est quand même pas tout à fait à la vitesse de la lumière. Donc, souvent, pour donner une meilleure idée, quand on a des vitesses qui sont astronomiques comme ça, on va les exprimer en termes de la vitesse de la lumière. Donc, autrement dit, je veux savoir combien de fois la vitesse de la lumière ou quelle fraction de la vitesse de la lumière ce nombre-là représente.
Donc, comment je fais pour trouver de quelle fraction ça représente? Ben, justement, je divise par la vitesse de la lumière. Donc, autrement dit, je fais 2,91 fois 10 à la 8 divisé par 3 fois 10 à la 8. Ça va donner 0,97. Ça veut dire que, dans le fond, ceci, ça représente 0,970C. Voyez-vous? Donc, 0,97 fois la vitesse de la lumière. Autrement dit, 97% de la vitesse de la lumière. Donc, pour faire le voyage Terre-Soleil et que ça me coûte seulement 2 minutes de temps, de mon temps, je dois aller à une vitesse de 97% de la vitesse de la lumière. Donc, je dois aller à une vitesse absolument folle. Mais voyez-vous que j'ai pas allé plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, même si la lumière, elle prend 8 minutes pour faire le trajet, moi, dans mon référentiel, ça m'en coûte seulement 2 minutes, mais même à ça, je n'ai pas à aller plus vite que la vitesse de la lumière. De toute façon, je ne pourrais pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Alors là, vous allez me dire, pourquoi? Comment ça se fait que tu réussis à faire ça? Eh bien, la réponse dans la prochaine section, c'est qu'on va voir qu'en réalité, dans notre référentiel à nous, qui sommes à l'intérieur du vaisseau, dans notre référentiel à nous, la distance, ça ne va pas nous paraître 150 millions de kilomètres. On va tellement vite que ça va nous paraître plus petit. La distance qu'on voyage, en réalité, pour nous qui sommes dans le vaisseau, ça va nous paraître plus petit que la distance 150 x 10 à la 9 mètres. C'est ce qu'on appelle une distance contractée. Donc, dans notre référentiel, on va voir une distance, on va mesurer une distance contractée. Pour nous, c'est comme ça va paraître plus court le trajet que pour quelqu'un qui est dans un référentiel terrestre. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir quand même faire le trajet dans 2 minutes dans notre temps, même si la lumière prend 8 minutes pour faire le trajet. Puis une autre façon de le dire, c'est que si on mesurait le temps dilaté, le temps que ça prend pour des observateurs terrestres, donc un observateur ici, un autre observateur ici avec sa montre, et on mesure le temps en passant, le cercle que j'ai représenté, ça représente une horloge, là, pour être sûr que vous avez compris, une horloge avec 2 aiguilles. Alors, si eux autres mesuraient le temps que ça prend pour faire le trajet, en réalité, eux autres, les gens qui sont sur Terre, ils vont dire, ben non, ça vous a pris plus que 2 minutes. Eux autres, ils trouveraient que ça nous a pris beaucoup plus que 2 minutes. On peut faire le calcul d'ailleurs, combien de temps les gens qui sont sur Terre, combien de temps eux autres, ils constatent que ça l'a pris pour qu'on fasse le trajet. Donc, calculons c'était quoi le facteur de Lorentz dans cette situation-ci. 1 sur racine de 1 moins 0,97C divisé par C, donc les C s'annulent, donc 0,97 au carré. Si on fait le calcul, ça va donner 4,11. Donc ça, c'est le facteur de dilatation du temps. Donc, ça veut dire que le temps dilaté, c'est le facteur de dilatation 4,11 fois 2 minutes. Dans le fond, 4,11 fois 2, ça veut dire 8,22 minutes. Donc, autrement dit, pour les gens qui sont sur Terre, dans le référentiel de la Terre, eux, ils ne vous croient pas quand vous leur dites que ça vous a pris 2 minutes. Dans le fond, que ça vous a juste pris 2 minutes pour faire le trajet, eux autres, ils ne vous croient pas. Les gens qui sont restés sur Terre, ils ne vous croient pas. Parce que dans leur référentiel à vous, eux, ce qu'ils ont mesuré, c'est que ça vous a pris 8,22 minutes pour se rendre. Vous comprenez? Dans leur référentiel à vous, ça a pris... Dans le référentiel à eux, ça leur a pris 8,22 minutes. Alors que dans le référentiel à vous, qui était dans le vaisseau, ça vous a juste pris 2 minutes. Fait que, dans le fond, les gens qui sont sur Terre, ils vont pas dire « Ah, ils sont allés plus vite qu'à la vitesse de la lumière. » Non, parce que la lumière prendrait 8 minutes, puis vous, ça vous a pris 8,22 minutes. Fait que vous êtes allé moins vite que la lumière, en fait. Vous êtes allé moins vite que la lumière. Mais ça reste quand même vrai que dans votre propre temps, qui était dans le vaisseau,
ça vous a pris juste 2 minutes. Donc, vous avez vraiment vieilli de seulement 2 minutes pour faire le trajet. Alors que pendant le même intervalle de temps, les gens sur Terre ont comme vieilli de 8,22 minutes. Bon, alors là, ça, c'est assez flyé. Fait que là, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais est-ce que c'était vérifié, ça, expérimentalement? Oui. Évidemment, sinon on vous parlerait pas de ça. Alors, c'était vérifié d'abord par les muons, une expérience de Rossi et Hall en 1941. Eux autres, ils l'ont fait pour la première fois, mais ça a été repris, simplifié en 1963. Alors, on a des muons qui sont des particules extrêmement discrètes. Et ces particules-là sont produites dans la haute atmosphère par des bombardements de protons à haute vitesse, en provenance de l'espace, ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Notre étoile, le Soleil, les autres étoiles nous envoient des rayons cosmiques. Et ces rayons-là heurtent notre atmosphère et des protons à haute vitesse, ça heurte l'atmosphère, ça crée des muons dans l'atmosphère. Et là, à un certain endroit dans l'atmosphère, ici, on va considérer qu'on a N0 muons. C'est notre nombre de particules initiales, à T égale 0. Donc ça ici, c'est en haut ici, dans la haute atmosphère, ici, c'est à T égale 0. On va considérer qu'on a un certain nombre N0, qui est assez gros. Okay? C'est pour ça que j'ai fait la boule plus grosse. Et ce qu'on observe, c'est qu'à un temps ultérieur T, le nombre de muons va décroître exponentiellement. Donc, vous voyez ici, on a une exponentielle. Ça, c'est une exponentielle qui décroît. Donc, on a un nombre initial et ça va décroître exponentiellement. Avec taux ici qui est en fait la 2,2 microsecondes, la durée de vie moyenne d'un muon. Donc, l'expérience consistait à comparer le nombre de muons détectés au sommet d'une montagne d'altitude 2000 mètres. Au départ, on ne sait pas comment il y en a, mais ce qu'on sait, c'est que lorsqu'il arrive à une altitude de 2000 mètres, là, on a les instruments, puis on détecte combien il y a de neutrinos à cette altitude-là. Et on compare ça avec le nombre de neutrinos qui se rendent jusqu'au niveau de la mer, au niveau du sol ou de la mer. Ici, on va appeler ça N2. Donc, on s'attend à ce qu'il y en ait moins parce que justement, les muons ont une durée de vie très courte. Donc, ils durent en moyenne 2,2 microsecondes. Entre le moment où ils sont créés et le moment où ils disparaissent, ils se désintègrent, une durée de vie moyenne de 2,2 microsecondes. Donc, on s'attend à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup là, qui parviennent jusqu'au sol. On sait qu'ils ont une vitesse de 0,995 C. On a déduit qu'il leur faut 6,7 microsecondes du sommet de la montagne pour se rendre jusqu'au niveau de la mer. Alors, si on se base sur l'équation précédente, alors ça c'est connu, puis on peut s'y fier parce que on peut les observer en laboratoire. On sait que une population de muons décroît selon cette exponentielle-là. Et la durée de vie, on peut s'y fier aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit, sachant ça, sachant c'est quoi la quantité de muons qu'on a au niveau du sol ici, on peut prédire quelle va être la proportion de muons. Autrement dit, sachant la quantité qu'il y a en haut de la montagne, on peut prédire quelle quantité il va rester au niveau de la mer. Et donc, on s'attend à un ratio N2 sur N1 de 0,048. Ça veut dire 4,8%. Donc, selon l'équation de décroissance exponentielle, on s'attend à ce qu'il y en reste 4,8% de ceux qui existaient en haut de la montagne, qu'il en reste seulement 4,8% au niveau de la mer. Or, ce qu'on observe expérimentalement, c'est plutôt que le ratio est égal à 0,74. Ça veut dire qu'il en reste 74% qui survivent. De tous ceux qui existent ici au sommet de la montagne, il y en a 74% qui ont survécu rendus au niveau de la mer. Beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on se serait attendu. On se serait attendu à 5%, il y en a 74%. Comment expliquer cela?
Alors, comment expliquer cela? C'est que dans leur référentiel à eux, les muons, ça leur prend pas autant de temps que ce que nous, on mesure sur Terre. Donc, dans notre référentiel à nous sur Terre, sachant leur vitesse est de 99,5% de la vitesse de la lumière, dans notre référentiel à nous sur Terre, ça leur prend 6,7 microsecondes pour le référentiel terrestre. Mais dans leur référentiel à eux, ça leur prend beaucoup moins de temps, tellement qu'ils voyagent vite, ils voyagent à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière. Donc, dans leur référentiel à eux, ça leur prend beaucoup moins de temps. Pourquoi? C'est exactement la même situation que ça ici, voyez-vous. J'ai dit, pour vous qui êtes à l'intérieur du vaisseau, ça vous prend seulement 2 minutes pour faire le trajet. Vous avez vieilli seulement 2 minutes pour faire le trajet. Mais pour les gens qui sont sur Terre, eux autres, ils voient que ça vous prend 8,22 minutes. 8,2 minutes. Alors que dans votre temps, vous, ça vous prend juste 2 minutes. Fait que pour la personne, pour celui qui voyage très vite, le temps s'écoule moins vite que pour ceux qui sont dans le référentiel de la Terre. Alors, c'est la même chose qui se produit ici. Dans le référentiel des muons qui voyagent à une vitesse extrême, leur temps s'écoule moins vite que le temps dans le référentiel de la Terre. Fait que dans leur référentiel à eux, le temps pour faire ce trajet-là est beaucoup moins grand en réalité que 6,7 microsecondes. On pourrait le calculer. Parce qu'on connaît leur vitesse. Donc, en connaissant leur vitesse, on peut calculer le facteur gamma. Donc, on peut calculer le facteur de dilatation du temps, puis calculer combien de temps eux autres, combien de temps est-ce que eux autres voient, attends un peu. Combien de temps est-ce que eux autres vivent ce voyage-là? Combien de temps ça leur prend dans leur temps à eux? C'est ça. Donc, si les muons avaient leur propre montre pour chronométrer, combien de temps eux autres ils mesureraient pour faire le voyage du haut de la montagne jusqu'au niveau du sol? Ça serait beaucoup plus petit que 6,7 microsecondes. Fait que ça, on peut le calculer en sachant leur vitesse. Fait que ça permet de faire un nouveau calcul, encore une fois en utilisant l'équation de décroissance exponentielle. Et là, cette fois-ci, quand on tient compte justement de la dilatation du temps, on se rend compte que, en fait, leur durée de vie, en fait, est environ 10 fois plus grande que s'ils étaient immobiles par rapport au sol. Et c'est exactement ce que prévoit la théorie. Donc, autrement dit, si on applique la dilatation du temps, on va pouvoir calculer une nouvelle proportion des particules qui vont se rendre au niveau N2. Et cette proportion-là va nous donner la proportion qui est mesurée expérimentalement de 74%. Donc, ce qu'il fallait démontrer, la relativité restreinte est démontrée. C'était une des premières, si ce n'est pas la première démonstration expérimentale de la relativité. Pourquoi? Parce que, en fait, vous voyez, ça prend pas un avion supersonique, rien, ça prend pas la grosse technologie. Il faut juste être capable de détecter les muons. Mais sinon, c'est quand même simple comme expérience. Donc, c'est vraiment. C'est pour ça dans tous les textbooks de physique, on vous présente cette expérience-là parce que c'est vraiment un classique, là. On s'est servi de quelque chose qui voyage à une vitesse phénoménale, mais qui existe à l'état naturel. C'est les muons. Vous comprenez? C'est ça le génie, c'est ça l'intérêt de vous présenter cette expérience-là. C'est le génie d'avoir eu l'idée de penser à qu'est-ce qui pourrait voyager à une vitesse si grande que les effets relativistes deviendraient importants, non négligeables. Ben, on a utilisé des muons qui existent déjà dans la nature. C'est quand même génial, il faut le dire, là. C'est ça. Donc ça prouve, autrement dit, la relativité restreinte. Et ce faisant, ça prouve le facteur Lorentz et ça prouve aussi le deuxième postulat. Donc, vous voyez, tout ça découle finalement du postulat d'Einstein comme quoi la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels inertiels. Alors, finalement, ça vient approuver notre hypothèse du postulat. Alors, c'est très intense tout ça, j'en suis conscient. Ça demande certainement un effort d'abstraction. Puis c'est surtout
peu intuitif, là, parce qu'on n'est jamais habitué de considérer comme ça le temps comme étant relatif. On a toujours l'intuition, avec raison, de considérer le temps comme absolu, parce que dans la vie de tous les jours, effectivement, c'est beaucoup trop compliqué de s'imaginer des effets relativistes, alors que c'est très négligeable dans la vie de tous les jours. Donc, mais c'est vraiment incroyable, c'est fascinant, je trouve, d'imaginer ces considérations-là. Euh, un petit exemple pour les muons. Les muons ont une durée de vie moyenne de 2,2 microsecondes au repos. En fait, c'est ça, tant qu'à avoir parlé des muons, faisons un exemple avec. Alors, ils sont créés à une altitude de 10 km, supposons qu'ils sont créés à une altitude de 10 km, qui voyagent à 99,5% de la vitesse de la lumière vers la Terre. Trouvez A, la durée de vie moyenne des muons mesurés sur Terre, le temps mis pour arriver au sol dans le référentiel lié à la Terre et le temps mis pour arriver au sol dans le référentiel lié au muon. Alors, je vais vous laisser faire cet exercice et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez prendre la prochaine